Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. On est avec Philippe Esperanza qui vont nous expliquer un petit peu le concept de la Maison du Peuple, l'histoire, ce qui s'est passé, comment ils l'ont monté, comment ils ont réussi à accueillir autant de personnes sur ce week-end. Ça se passe aussi bien. On est vraiment très bien reçus, il y a une organisation incroyable. Leur système de fonctionnement en interne au niveau de cette gestion très horizontale, très démocratique. Voilà, et puis voilà. Puis si vous avez des questions, bah, bien sûr, hein, vous les marquez. Bonjour citoyen Philippe. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ça vient d'où, comment c'est arrivé en fait la Maison du Peuple à Saint-Nazaire? Alors la Maison du Peuple, c'était assez, c'est une histoire assez marrante parce que en fait personne n'avait prévu qu'on allait occuper un lieu en fait avant que ça se passe. Et on avait une manifestation prévue du coup à la sous-préfecture qui était annoncée donc le 24 novembre. Et on avait demandé à pouvoir entrer dans la sous-préfecture pour y tenir une assemblée citoyenne, ce que évidemment les autorités publiques ont refusé. Du coup la question s'est posée de ce qu'on allait faire. Et y a un des copains qui a dit bah, moi je me suis rendu à la mauvaise sous-préfecture, j'étais à l'ancienne sous-préfecture, en fait le bâtiment il est vide, il est super grand, y a de quoi faire un beau truc et tout, pourquoi on n'irait pas là? Et c'était ici en fait, le gars il s'était trompé, d'accord. Il s'était planté de sous-préfecture avant d'arriver. Et du coup on a dit bah ok banco on y va, puis du coup on est parti en manifestation comme ça, et puis on est rentré dans les lieux. Et collectivement, hein, la manifestation est rentrée dans les lieux. Vous étiez combien? Oh, une manifestation, il y a plusieurs centaines de personnes. Hein. Moi je suis arrivé 300. D'accord. Tu pourras bien parler de la vie peut-être après, de l'aspect. Et du coup, très rapidement, ce qui était marrant, c'est qu'on a l'impression que même si on n'avait rien prévu, les gens ils partageaient très vite une espèce de même de conception commune de ce qu'on pouvait faire de ce lieu. C'est-à-dire que c'était tout de suite, l'idée c'était d'en faire vraiment un centre, un QG de la lutte, quoi. Un centre d'organisation de la lutte qui permette voilà, de se réunir déjà au chaud voilà, d'avoir des salles pour se réunir, avoir des ordinateurs, avoir une imprimante. Au début on voulait faire une web radio et tout, bon finalement on n'a pas eu les moyens de le tenir. Mais voilà, on avait plein de projets comme ça, on voulait faire une salle de boxe en bas pour les jeunes du quartier, pour les capter un peu et tout, on voulait faire plein de choses, enfin, en tout cas on voulait voilà, en faire un lieu de vie et d'organisation de la lutte. Et donc ce qui était assez marrant, c'est que bah, c'était absolument pas prévu au départ. Mais je pense qu'il y avait voilà, pas mal de gens qui avaient un peu cette idée de ce besoin, qui avaient ressenti ce besoin-là. Donc le démarrage, voilà, ça s'est passé comme ça. Et on n'a pas été déçus. Ouais, je peux te raconter une partie du démarrage parce que j'étais à un rond-point à Auchan. Quand on a reçu des messages des copains et copines qui nous ont dit on a ouvert un lieu, venez. Donc on s'est retrouvés pas mal à revenir au barbecue après l'occupation du rond-point. Et bah, sur le début, moi je pense que ça a été pareil. Je pense que finalement on n'a pas si mal. Hein. On n'a pas tenu toutes les idées, mais on en a tellement qu'il faut bien que... Bah là, on a tenu une bonne, là, quand même. Ouais, on en a tenu une bonne. Et puis moi, pour parler des avantages peut-être de la MDP, c'est la rencontre extraordinaire de gens qui ne se seraient jamais rencontrés aussi. Le fait qu'il y ait des habitants, je trouve que ça a été important aussi. Parce que... Donc il y a des gens qui habitent tout le temps en fait, H24 ici. Ouais. Et... C'est des gilets jaunes. C'est des gilets jaunes et des gens qui sont là quand il faut aux actions, et surtout les actions tôt le matin. On peut dire que ce sont les plus jeunes, hein, des jeunes filles et des jeunes garçons. Et nous on a tenu une fois avec les plus âgés, les femmes plus âgées, la garde, hein, qui partait à 5h du matin. Puis moi je peux te dire que les jeunes à 5h, ils avaient prévu de partir à 5h. Ils sont partis à 5h et tous ensemble. Donc ici vous avez donc des douches, une cuisine, on est dans la cuisine, c'est très sympa, enfin, tout le monde est très cordial et c'est très fraternitaire, très, le bâtiment, très si tu veux une description rapide, du coup le bâtiment il fait je crois environ 800 mètres carrés, donc il y a 2 étages. Donc voilà, 450 et 450, je crois que c'est à peu près ça. Donc à l'étage supérieur, tu as beaucoup de salles et la cuisine. Donc on a fait une salle de jeu pour les enfants aussi, ce qui est très important, c'est-à-dire pour permettre aux femmes qui sont seules avec enfants ou aux femmes qui doivent tout souvent, voilà, ou aux hommes d'ailleurs, qui devraient garder voilà, leurs enfants, de pouvoir venir, d'avoir une salle voilà, pour accueillir les enfants. Vous avez fait une garderie ?
Bah, on avait une salle de jeu déjà avec un peu de jeu. Bon, on n'avait pas forcément des gens qui font vraiment le babysitting, mais on avait une salle de jeu quoi. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui, si on n'avait pas ça, ils venaient pas, c'est clair. D'accord. Donc ça a permis à beaucoup de gens voilà, de participer, d'avoir une vie sociale beaucoup plus intense, hein, parce que ces gens-là, parfois on les voit tous les soirs. Ils sont là tous les soirs depuis. Par rapport au rond-point, on est quand même sur du bricolage, palettes, bâches. Il y a des belles cabanes après. Hein. Faut pas vexer les gens des Non, ronds-points. non. Moi j'ai vu des belles cabanes. Hein. Moi j'ai vu des cabanes. Sur notre rond-point, notre cabane elle est pourrie, hein, je peux vous le dire. Mais l'air bleu, vous avez pas mal à l'air bleu. L'air bleu, ils dorment. Il y a des gens qui dorment. Tout l'hiver, t'as chaud. Ouais, ils ont un petit poil et tout. Ils ont un petit poil et des gens de la MDP ont aidé aussi à construire au début aussi. Ouais, au début, mais ils sont bien autonomes quand même à l'air bleu. Ouais, mais en fait, rapidement, c'était un QG, puis rapidement. Un QG, c'est un QG en fait. Non, ça a été un QG au début, et rapidement, il y a une autonomie des groupes. On se retrouve dans les actions. Quand tu vas compter un blocage, on se retrouve. Mais on a une autonomie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 2 ronds-points avec des délégués. On est super heureux de les avoir avec les délégués. On a le rond-point de l'Air Bleu et des 6 Croix qui sont là avec leurs 2 délégués, leurs 2 observateurs et observatrices. Saint-Brévin, Saint-Brévin qui est très présente aussi à la MDP depuis très longtemps. Mais voilà, ce qui est intéressant, ça a permis, je pense que c'est pas forcément dans les ronds-points, ça a peut-être effrayé certaines personnes. Et le fait d'avoir la MDP où on a fait quand même vachement de trucs, il y a eu du théâtre, des concerts, des discussions, des moments d'éducation populaire, des AG tous les soirs, on était crevés aussi, ça nous a fatigués. Ça, c'est sûr des travaux. Ça c'est une particularité d'ici, tu vois, c'est-à-dire que jusqu'à pendant tout le début et jusqu'à longtemps après, il y avait AG tous les soirs. Tous les soirs, les gens se retrouvaient sur les coups de 18, 19, 20 heures et tenaient une AG. Donc c'était assez fort. Et pour reprendre ce que dit T, ce qui est marrant dans l'évolution de ce lieu, c'est qu'au début c'était quelque chose de vraiment très porté sur l'organisation des blocages. Donc l'organisation des blocages du port, de la raffinerie qui est pas loin, de toute la zone industrielle. Et petit à petit, en fait, avec les gens il y a plus de gens qui sont venus habiter ici aussi. Maintenant, il y a 15-20 personnes. Hein, qui habitent. Il n'y a plus de place là. Là, il y a plus de place. D'accord. En gros, donc les amis, il n'y a plus de place sur Saint-Nazaire. On a pété les murs là pour faire l'assemblée des assemblées. Je crois qu'il y a des chambres qu'on a fait tomber quoi. Du coup, on a reconstruit des dortoirs et tout, donc ça va être cool. Je pense que ça va le faire, mais puis on va devoir bouger. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, au début c'était très opérationnel, très axé sur comment on organise le blocage du lendemain, de la semaine prochaine. Puis petit à petit, ça s'est enrichi avec plein de vie quoi. Il y a des repas collectifs, il y a comme dit SP, il y avait du théâtre, il y avait des trucs et puis beaucoup de gens qui n'ont pas forcément accès qui vont pas spontanément, qui n'ont pas accès et puis là qui s'y découvrent et puis le cadre fait que aussi c'est pas le même cadre quoi. Tu vas pas payer ta place pour machin là, c'est à la bonne franquette, c'est sympa, il y a une super énergie ici hein, en tout cas. Il y a toujours eu cette énergie là, malgré les conflits souvent, malgré les problèmes, il y a toujours des embrouilles. Il y a toujours des embrouilles. Ouais. Mais c'est normal, on est des humains quoi. Syndicats, c'est vrai, il y a eu un moment des divisions au niveau des syndicats et de la maison de l'époque. On n'arrivait pas à se comprendre, on a réussi à finir par. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais avec la base ou les structures hiérarchiques des syndicats? Non, c'était. En fait, c'était pas montrer les syndicats. C'est plutôt il y avait ce structures, conflit en fait un peu national qui bouffait tout le monde. Et ce qui fait qu'on arrive à rien. C'est plus d'organiser des choses avec des structures. Parce que sinon après au niveau syndiqué, il y a eu des syndiqués dès le début. Bien sûr, il y a des gens politisés, bien sûr. Mais là, il n'y a pas de discrimination sur le gars qui est sud ou autre, ou CGT. C'est apartisan. Tu laisses ton étiquette à la porte. Voilà. Comme quand tu rentres dans le mouvement des Gilets jaunes ou dans une manif des Gilets jaunes. C'est apartisan, asyndiqué. Même dans tous les choix qu'il y a eu. Non, on n'a pas parlé de choix. Je participais pas aux activités. Ouais. Non, c'est d'autres choses. Fred il a mis en place des groupes de parole. C'est bien ça, on peut en parler, non? Ouais, si tu veux. C'est trop bien. Bon appétit, Fred. Pour des jeunes qui étaient un peu en difficulté, il y avait un jeune qui était blessé aussi. On a eu un jeune blessé là qui s'appelle Adrien, gravement blessé. Et du coup, il était pas bien vraiment psychologiquement et tout. Et du coup, par exemple, des gens comme Fred ou des gens qui sont un peu, qui ont un peu la psychologie fine et tout, il les épaules, il y a toute cette vie là quoi. Le traitement, on a suivi les soins, on a fait tous les soins, les bobologies d'ici. Essayer de traiter aussi les problèmes de chacun. Pour toi, exemple, on avait tout ce qui était certains problèmes que tu avais besoin pour te défendre, on a trouvé les solutions. Au niveau juridique? Non, parce que j'étais blessé aussi.
En fait, il y a, à l'hôpital, il a mal été soigné. Donc, Je parlais d'Adrien en fait. Ouais, non, mais déjà, je lui ai donné certains plans pour qu'il puisse se défendre, toi comme Adrien, de toute façon. Ouais. On a suivi un petit peu les choses. On s'est renseigné aussi pour les aides psychologiques. Parce que sinon, on ne pouvait pas. On a eu des psys spécialisés qui s'étaient mis à disposition gratuitement. Donc, nous, on faisait le premier tri. Et s'il y avait besoin, on pouvait envoyer les personnes là-bas. D'accord. Donc on avait vraiment travaillé sur un point médic. On avait des équipes qui étaient plus sur la manif, qui partaient, on préparait le matos, on leur préparait tout. On pouvait partir au niveau. Et après, tu avais d'autres équipes qui restaient sur la maison de club pour la psychologie, pour tout ce qui était la bobologie. D'accord. Mais mais comment... juste pour expliquer, je pense que pas si les gens ont compris, c'est que moi aussi, il y a Adrien qui a été blessé gravement, c'est un jeune de 20 ans. Moi aussi j'étais blessé, donc j'ai pris un flash ball dans les côtes là, j'ai eu la rate fracturée. Du coup j'ai fait une hémorragie interne, j'ai fait 15 jours d'hôpital, j'ai fait tout un truc. Donc, Et il t'avait renvoyé, j'ai entendu cette histoire, il t'avait renvoyé chez toi et tu as eu l'hémorragie interne à la maison. Du coup mentalement ça va être trop facile aussi, donc c'était super d'avoir du soutien de copains et tout. C'était vraiment Ça va là, tu te retapes? Là c'est bon, là ça va, j'ai repris. Bon, on est bien là. Bah ouais. Semaine prochaine, manif? Ouais, j'ai déjà refait les manifs là, c'est bon. Je suis reparti là. Faut juste pas que je fasse le fou avec les copains, sinon. Bon. Plastron la prochaine fois. Ce qu'il faut. Dis-moi, comment on ouvre une maison du peuple dans un département où il n'y en a pas? Juste parce qu'on n'arrive pas. Moi j'avais demandé à ce que ça soit dans mon groupe de travail publiquement, on a oublié de dire. Ouais, je sais, ouais, c'est que le 91, mais nous on a 3 copains aujourd'hui qui, suite à la répression syndique, j'allais dire, suite à la répression du mouvement, ne peuvent pas être présents. Et pour nous, alors faites attention à tous, quand même. Il y a une legal team, on a aussi créé une legal team où ils ont beaucoup travaillé pour qu'on puisse se défendre et tout ça. C'est du conseil niveau avocat, Voilà. juridique? Et donc aujourd'hui, il nous manque Émilie, Morgane et Oupa. Et Elles sont au trou? Hein, Elles sont... non, ils sont pas trop. Ils sont en interdits de la contrôle NDP. Enfin, la... Contrôle judiciaire. sur contrôle judiciaire. Donc en fait le contrôle judiciaire leur interdit de pénétrer, d'aller sur le boulevard qui mène à la MDP, à la Maison du Peuple. Ce qui est, je pense, le signe de l'importance de ce lieu pour nous et pour le pouvoir. Parce que s'ils interdisent des gens de venir ici, c'est qu'ils savent que c'est que de ce lieu-là peut naître une organisation, des choses qui leur déplaît. Et donc ils sont en contrôle judiciaire. Et donc là, voilà, on fait une grande assemblée dans le lieu qu'ils ont contribué à ouvrir avec nous et tout. Et malheureusement, ils peuvent pas être là. Ils sont obligés de rester chez eux. Donc c'est assez dur pour eux. Donc le préfet, il aime pas que le peuple refasse peuple justement et soit solidaire, etc. Ça bloque ça. Procureur, Je pense que c'est la démarche aussi de démocratie. Alors c'est pas facile, hein. On se dispute, même Philippe et moi. La démocratie directe, c'est le principe qui leur fait peur. C'est pour ça aussi que l'Assemblée des assemblées elle est importante, qu'on a tout de suite adhéré à ce que disait Commercy, parce que nous on a tout de suite fonctionné comme ça. Alors c'est pas facile, des fois c'est plus long, des fois on s'énerve, des fois, mais c'est ce principe-là. Démocratie directe. Démocratie directe, voilà, où nous on a adhéré, depuis qu'on a vu l'appel de Commercy, on a travaillé très sérieusement sur tout le travail qui avait été commencé. Et puis ouais, donc c'est là-dessus, je crois que c'est ça qui leur fait peur. Bah, tiens. Mais à la base, la démocratie, elle était directe. C'était dans la conception même de la démocratie, c'était direct. Et maintenant, on est obligé de dire démocratie directe parce qu'on a une autre forme et on l'a suivi. Ouais. Cette démocratie représentative où on a des représentants politiques qui sont des professionnels, qui ont écrit d'ailleurs la Constitution. Et finalement, on a une impuissance démocratique entre 2 élections. Et on se retrouve toujours cocu. Bonjour citoyens. Plein de beaux badges. Ils sont professionnels de politique? Oh non, ils vont pas à la gamelle, ça serait, les élections européennes approchent, tiens. Mais je voulais savoir comment on ouvre une Maison du Peuple, c'est ça? voilà. Non, pas de souci. Ben, je pense qu'il n'y a pas de... Je sais pas si C'est un squat en fait, enfin on va parler cash, c'est un squat. Légalement parlant, oui, si on reprend la terminologie. Nous on s'est toujours un peu opposé à cette... Venez, on va se mettre dans le coin, comme ça on va pas déranger les gens qui passent. Moi c'est toujours un peu... Enfin on a toujours été un peu... Enfin moi personnellement, je pense
un certain nombre de gens étaient un peu frileux par rapport à cette terminologie parce que le squat ça évoque pas forcément des choses très, très positives. Nous, pour nous c'était surtout voilà, un lieu d'organisation de la lutte et de vie aussi. Bon, donc évidemment oui on a pris ce lieu, collectivement on l'a pris, la manifestation est rentrée dedans illégalement. D'accord. Ça a fait débat dans le mouvement des Gilets jaunes, dans toute une partie des Gilets jaunes sur justement le caractère illégal de cette occupation. Mais la prise de la Bastille, c'était illégal, non? Occuper un rond-point c'est illégal, et bloquer une raffinerie c'est illégal, et un péage c'est illégal, et bon, voilà. Après, il y a la légitimité. Pour nous c'était un bâtiment vide depuis 6 mois, assez grand pour accueillir beaucoup de monde. Il y a encore aujourd'hui des SDF dehors. Dans notre mouvement, qui ont occupé dès les premiers jours ce lieu-là, il y avait des sans-domicile, il y avait des gens qui n'avaient pas de domicile. Et nous, on avait besoin d'un lieu, tout simplement. Et il y en a plein, des bâtiments vides, il y en a plein. Il appartient à qui ce bâtiment à la base? C'est du privé ou du public? C'est un promoteur privé. Par rapport à... Qui voulait le détruire. Donc ce bâtiment, il voulait être détruit, il devait être détruit pour construire des logements, ce qui d'ailleurs suscitait des réticences de la part du voisinage, etc. Donc on a plutôt le soutien du voisinage, ça se passe relativement bien, j'ai l'impression. Des fois ils me disaient, ouais, vous parlez trop fort, je sais pas comment on s'entend, et puis voilà, ça se passe bien. Je pense qu'on a évolué aussi, nous, sur la notion de squat, parce qu'on avait une crainte et le regard aussi qu'on portait sur nous, mais on s'est rendu compte que c'est aussi on s'est rendu compte, je pense que certains ils le savaient déjà, et le squat c'est aussi une action politique. Aujourd'hui c'est anormal qu'il y ait, comme dit Philippe, qu'il y ait des bâtiments aussi bien, parce qu'ils étaient propres ces bâtiments, aussi bien. Bah, tout fonctionne, l'électricité, l'eau... on l'a mis en route. Alors comment... C'est anormal avec des gens aujourd'hui dans la rue, des familles dans la rue. J'ai vu à l'hôpital de Nantes en urgence une famille dormir là, des enfants, des mômes qui dorment là, qui reviennent tous les soirs. C'est anormal qu'il y ait des trucs fermés comme ça. Donc le squat, moi je trouve que c'est la révolution de 1789 ou 93 qui disait que quand tu ne voyais pas juste, c'est notre devoir de lutter contre. Et bien nous, on a juste fait notre devoir. Je trouve. Enfin, moi j'ai évolué là-dessus, tu vois. J'avais vu des squats aussi dans d'autres, au Pays Basque et tout ça, c'était aussi très militant. Je trouve que là, ça a donné toute sa place parce que c'était. Ça n'a pas été qu'un mouvement militant de squatters, enfin, ça a été un mouvement plus général. On prenait le peuple dans son entièreté. Hein. Moi, ici, il y a des mères au foyer, des jeunes qui étaient à la rue, qui ne se seraient jamais rencontrés. Des anciens aussi. Voilà, des anciens, des retraités, on a le papier mobilette, et c'est le peuple dans tout ce qu'il est composé qui a repris, qui a fait son devoir et puis fait respecter une loi qui était plus juste. Je pense que c'est les maisons du peuple, c'est ça doit être ça. C'est à nous. Enfin, c'est pas normal c'est pas normal que des choix soient fermés alors que des gens peuvent y vivre et il y a une possibilité. Ça devrait être normal, c'est notre devoir, les maisons du peuple. Hein. Vous avez intérêt d'en ouvrir. Mais par rapport à ce que disait la citoyenne, par rapport à un squat à Place des Fêtes, hein, c'était ça, sur Paris, où ça appartenait à la mairie de Paris, et ils avaient une pression de la police tous les jours, etc. Finalement, si tu avais, toi, un conseil à donner à quelqu'un qui ferait un squat, c'est plutôt sur... Alors, on dit souvent que c'est plus simple d'occuper un lieu privé qu'un lieu public. Après, je pense mais quand tu dis lieu privé, c'est quoi? C'est le pavillon de la petite grand-mère qui est partie en vacances ou Bon, faut être faut être didactique là-dessus. De gros promoteurs, il y a des bureaux vides, il y a des immeubles vides. Bon, à Saint-Nazaire, il y a des bâtiments entiers vides, des salles à abandon qui pourrissent sur pied, parfois qui sont chauffés, avec les lecs et tout, que personne n'utilise. Bon, et ça, il y en a dans toutes les grandes villes. Bon, donc il ne s'agit évidemment pas d'occuper le lieu du particulier, rassurez-vous, chers téléspectateurs. Non mais bon, oui, téléspectatrices, pardon. Alors, d'un point de vue très pratique, comment ça s'est passé? C'était une histoire de lettres commandées. Comment ça se passe? Alors du coup, je pense que ça, dans la mesure du possible, s'il n'y a pas une pression policière énorme là où vous êtes, c'est bien quand même d'avoir du monde. D'avoir du monde un peu pour faire ça, donc dans le cadre d'une manifestation, c'est par exemple l'idéal. Ensuite, ce qu'il faut, c'est rapidement, normalement il y a des affichages que vous pouvez trouver sur internet, afficher un papier
signé par quelques personnes qui se déclarent habitantes, au moins 3. Voilà. Donc souvent dans le mouvement, nous c'était surtout des gens qui n'avaient pas de domicile ou qui étaient hébergés chez des amis ou des choses comme ça. Qui étaient en galère. Qui étaient en galère. Ça, je pense que dans les gilets jaunes, pour en trouver, ça devrait le faire. Du coup, on a. Voilà. Et du coup, donc ces personnes-là, qu'elles signent un papier comme quoi elles habitent ce lieu. Elles vivent dans ce lieu. Ce qu'on conseille de faire ensuite, c'est après ce qu'il faut évidemment, c'est que ce qu'elles risquent, c'est essentiellement, je crois, des amendes qui sont pas forcément hyper élevées, surtout si elles sont pas solvables. Ces personnes-là, ce qu'il faut évidemment, c'est que le mouvement s'engage à payer tout collectivement. S'il y a un problème pour une personne, c'est ce qu'on a fait direct. Bon, et voilà, on va en sortir là bientôt. S'il y a des choses à payer ou quoi, qu'on nous demande des frais d'élec, etc., on va se débrouiller. On va faire des caisses, des cagnottes, des soirées, des je sais pas quoi, des concerts pour remplir une cagnotte. Ensuite, ce qui est bien de faire, c'est de commander par exemple une pizza rapidement, voilà, dans la soirée, commander une pizza, on va se la faire livrer. Pepperoni, voilà. poulet, ananas, merguez, non, ça c'est le choix de. Il n'y a pas de préférence. Non mais c'est voilà, de se faire commander la pizza à domicile et de garder la facture. D'accord. Et pas utiliser Uber. Uber Eats, ouais. Parce qu'ils exploitent beaucoup de gens. Donc on fait. Ouais. Du coup, voilà. Donc les gens, ils rentrent dans la place, il y a 3 volontaires qui sont en galère de logement. Au moins, voilà. Et puis ils commandent une pizza, voilà, le gars arrive avec sa pizza, il mange la pizza, tout le monde est content, il y a la facture. Et maintenant, il va se passer quoi? Alors là, ça dépend des autorités publiques. Ça dépend complètement des autorités publiques et du rapport de force qu'on arrive à faire avec elles. Donc nous, c'était vraiment en phase ascendante du mouvement. Du coup, il y avait vraiment un mouvement qui avait bien pris dans le bassin nazérien. Donc on pouvait compter quand même sur pas mal de soutien. Et donc je pense que c'est ce qui a déterminé le fait que la mairie et la préfecture n'ont pas commandé d'intervention. Bon, ce qui est déterminant, c'est les 48 premières heures. Voilà. D'accord. On dit souvent qu'une occupation, si elle passe les 48 premières heures, elle a quand même beaucoup plus de chances de durer dans le temps. Et durer combien de temps? Alors après, donc, nous, ce qu'on avait, c'était des procédures judiciaires des audiences, des procès. Donc le promoteur nous a mis en justice. Et on devait assurer des audiences au procès. Ces audiences, elles ont été reportées X fois, 2 ou 3 fois, soit du fait du promoteur, soit d'une autre. Bon, nous, ça nous arrangeait aussi de gagner du temps. Hein. Donc après ça, il faut rapidement contacter un avocat, hein, évidemment. Il faut même avant, si possible, si on sait ce qu'on va faire. Nous, la particularité, c'est que personne n'avait rien prévu. Mais du coup, si on sait ce qu'on va faire, contacter les avocats qui connaissent un peu le droit lié à l'hébergement, etc. Et du coup, donc voilà, ça peut être de gagner du temps. Et voilà. Donc du temps, là, ça fait combien? 4 mois que vous êtes là? Donc là, on est là depuis le 24 novembre. Voilà, donc aujourd'hui, on est le 6 avril. Donc voilà, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 5 mois. 5 mois. 5 bons mois que ça tient. Voilà. Et là, il y a un coup près qui va tomber, c'est-à-dire que vous allez bouger. Donc du coup, là, on avait... Voilà, on reprend. Du coup, on a l'assemblée des assemblées numéro 2 à organiser, donc avec beaucoup de monde qu'on devait accueillir, donc 800, 1000, 1500, on ne savait pas exactement. Et ce qui a été fait, c'est que là, on a des copains qui sont carrément allés voir le promoteur. Donc ça peut être une technique aussi. Ils sont rentrés directement en contact avec le promoteur, ils lui ont dit écoute, nous on a besoin de temps là, on a besoin de temps, toi tu as envie de retrouver ton logement rapidement, de ne pas être dans des emmerdes, de pouvoir faire les travaux, etc. tranquillement. Écoute, nous ce qu'on te propose, c'est de conserver jusqu'à telle date. Et puis à telle date, on s'engage à partir. Ah, il y a eu un deal en fait. Voilà. Du coup, ils ont fait un deal. Et donc les gens sont engagés à quitter les lieux à partir du 23 avril. Et donc en échange de pouvoir être tranquille jusque-là et donc avoir la tête reposée. Donc on a un peu sacrifié la MDP pour l'Assemblée des Assemblées quand même. Merci en tout cas, on a été super bien reçus. Hein. Merci Sachant beaucoup. qu'on se disait qu'il aurait fallu qu'on parte un jour. Hein. Mais voilà.
Puis ça va nous permettre d'évoluer, de trouver d'autres choses. On va continuer sur le même, je pense le même. On verra bien. Secret, chut, on donne pas de plan. Il faut qu'on trouve aussi d'autres formes. Le groupe, je crois qu'il restera. On a créé un groupe, mais il faut qu'on trouve d'autres formes aussi. Peut-être que ce sera une façon d'élargir aussi. Ouais, c'est possible. Et je trouve que d'avoir un lieu, ça nous a permis de nous rencontrer des gens très différents et de savoir réagir quand même face à tous les trucs. On a eu quand même des coups. Et petit à petit, là on a bien vu, on a vite tous ensemble remonté les manches et je pense que c'est important d'avoir ce lieu-là. Vous avez la technique que vous a donnée Philippe, et donc vous avez au moins les outils. Et je pense que c'est motivant. Ça a été, moi j'ai fait de très belles rencontres ici. Des gens que j'aurais rencontrés, que j'aurais pas rencontrés, je suis très content de les avoir rencontrés. Je pense que c'est pareil, toi Philippe. Ah oui, bah oui. Et moi je suis militante depuis très longtemps, mais moi je progresse tous les jours. Notre démocratie directe, elle est importante et moi j'avance tous les jours avec ça. Donc on va trouver une forme, on trouvera. Se remettre en question, ça nous fera pas, ça nous fera aussi avancer. Et de toute façon, il y aura toujours une MDP. N'importe où on sera, la MDP, elle est là et elle restera. Quoi. D'accord. Et Philippe, elle est plus technique que moi, je suis désolé. Mais dis-moi, par rapport à l'eau et l'électricité, pour un lieu de vie, c'est indispensable. Au début, c'était la route, hein. Au début, on n'avait que dalle. Hein. Ni électricité, ni on s'éclaire au portable pour faire des appels vidéo, pour bloquer je sais pas quoi et tout. C'était route, quoi. Et donc, comment vous avez fait d'un point de vue très pratico-pratique? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Gilets jaunes, vous avez tous les corps de métiers qui existent au monde. Voilà. Donc, vous aurez toujours, si vous avez votre groupe, il est un peu gros, un plombier, un électricien, un je sais pas quoi, un auto-entrepreneur du bâtiment, de machin. Du coup, et en des fait. Filles aussi, auto-entrepreneurs. Oui, bien sûr, ouais, bah oui. Donc, monter des équipes. Donc il faut voir un peu dans... Ouais. À bientôt, merci. Du coup je pense qu'il faut compter un peu sur... il faut compter sur la diversité du mouvement et puis il ne faut pas hésiter à y avoir recours quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on faisait des appels, voilà là, comment dire, on a besoin d'un électricien pour... On n'avait pas de fusible au début. Donc les gros fusibles on ne les avait pas, donc il n'y avait pas d'élec du tout. Du coup on a fait marcher le réseau un peu, on a trouvé, au final on a réussi à trouver des électriciens qui nous ont trouvé ça. Pour la plomberie c'est pareil, donc on a dû faire des réparations, mais voilà, la différence de pas mal de luttes, je pense, qui sont sur un secteur ou souvent des luttes d'entreprise par exemple, qui sont sur un seul secteur ou quoi, le mouvement là il est large. En plus c'est beaucoup de gens qui sont quand même qui sont fait exclure du monde du travail, pour une partie en tout cas. Nous il y a quand même pas mal de gens aussi qui ont eu des problèmes dans le travail, des maladies professionnelles, etc. mais qui ont des compétences, mais voilà, qu'on a un peu mis sur le bas-côté. Tous ces gens-là ils seront un plaisir de mettre leur savoir-faire à disposition. Bénévolement, voilà, pour la cause, le bien commun. C'est pour eux et après ils s'y sentent bien parce que c'est chez eux, ils se sont appropriés ce lieu-là et c'est ça qui est beau quoi. Et du coup c'est comme ça qu'on... Et tout ça c'est de la récup, toutes les casseroles, les frigos, alors, les gazinières. Des gens qui nous ont ramené ça. Et ça, tout ça c'est des appels à dons qu'on a fait. Et au début du mouvement en fait ça arrivait. Donc tout, hein. Là on a une grosse imprimante, une grosse photocopieuse là, genre entre deux bureaux et tout là. Je sais même pas d'où elle est arrivée celle-là. Mais c'est quelqu'un qui nous a tout filé en fait. On n'a rien eu comme... ça s'est construit petit à petit quoi. Hein. Après là on a accueilli une grosse assemblée. On est bien commencé à bien organisé au bout de 5 mois aussi. Mais au début c'était rustique quoi. Et par rapport aux forces de l'ordre, est-ce qu'il y a eu des pressions ici, des coups de pression pour vous faire partir Au début il y a eu des petits coups de pression. Et on a eu plus tard par rapport à des soucis avec des occupants, etc. Donc ça c'est quelque chose de très compliqué. Par contre, quand on occupe un lieu, c'est un truc à savoir, je pense, c'est d'arriver à concilier la vie du lieu, la vie des habitants qui occupent ce lieu-là, avec les besoins et l'organisation de la lutte et du mouvement qui, elle, dépasse ce lieu-là. Et voilà, est plus large et a des objectifs différents. Donc concilier ces deux aspects-là, c'est quelque chose parfois d'assez complexe et d'assez difficile parce que les gens ils viennent avec leurs problèmes aussi, hein, bon, comme n'importe qui. Donc il y a des soucis personnels, il y a des embrouilles, il y a je sais pas, des gens qui ont des problèmes d'alcool, des gens machin. Bon, du coup par exemple faire respecter les règles. Donc nous, les règles qu'on essaie de faire respecter, c'est ni alcool ni drogue. Bon, c'est une chose de les dire, c'est une autre chose de les faire respecter. Mais ça c'est pareil pour tous les ronds-points, je pense, toutes les cabanes. On a tous eu ce problème. Hein. Mais quand il y a 15 ou 20 personnes qui vivent dans le lieu au quotidien, bon, là,
excuse-moi, voilà, on reprend. Merci. Là aujourd'hui on sent que ça va mieux, je pense qu'on a pris un espèce de rythme et tout, j'ai l'impression. Mais voilà, il faut avoir en tête cet aspect-là, Que ça va être compliqué, mais ça va se faire. C'est bien de se fixer des règles assez rapidement, c'est bien de se fixer, je pense, surtout un cadre dans lequel les gens se retrouvent et parlent des problèmes. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est crever les abcès le plus tôt possible. Faire signer une charte, par exemple, ou vous l'avez fait comme ça, mais ça, après, l'important, c'est que ça a un impact réel, quoi. C'est une prise sur la réalité de la vie. Et ça, pour moi, c'est surtout arriver à avoir des moments où les gens se parlent, où se rencontrent, qu'il y ait une écoute suffisante, c'est-à-dire qu'on tolère, qu'on arrive à instaurer une écoute suffisante, et que ces moments, ils soient pas seulement des habitants, mais qu'ils intègrent aussi les gens qui viennent régulièrement. Voilà, parce que parfois il n'y a qu'un aspect qui est représenté, il y a un point de vue et pas l'autre, et qui sont pris en compte. Et du coup qu'il y ait ces moments-là où on puisse crever les abcès collectivement, régler les problèmes, trouver des solutions collectivement s'il y a des problèmes, c'est très très important et c'est ça qu'il faut maintenir et anticiper sur des crises qui peuvent avoir lieu, quoi. Quand on laisse pourrir une situation, c'est après que ça pète et que ça devient irrémédiable et que ça se passe mal, quoi. Du coup voilà. Mais après c'est une belle expérience, c'est vraiment une belle expérience, je pense que tout le monde en sortira transformé, hein. Donc moi juste pour info, quand même, on a vu des gens mais qui sont là depuis depuis les premières semaines, tous les soirs, qui depuis le début ne parlaient pas, ne parlaient très peu, extrêmement timides. Et aujourd'hui, c'est des gens qui ont géré l'assemblée des assemblées, quoi. 1000 personnes, quoi, c'est énorme. Ils vont gérer les aspects cantine, hébergement, machin, ils vont prendre les contacts, ils prennent les infos, ils te rappellent à l'ordre quand t'as oublié de faire un truc et je sais pas quoi. Et bon, c'est formidable, quoi. C'est trop bien. Et tu sais que nous, on s'appelle les Gilets jaunes constituants. Ouais. Du 91. Et comment ça se passe au niveau atelier constituant? Vous avez eu le temps d'en faire? Alors je crois qu'il y a eu pas mal de réunions. Alors moi j'étais blessé depuis longtemps, hein, donc j'ai sauté toute une période à partir du 8 décembre jusqu'à mi-janvier à peu près. J'étais pas trop là, j'étais un peu à l'hôpital, un peu récupéré. Donc j'ai pas, mais à cette période-là, je sais qu'il y a eu pas mal de discussions sur le RIC, etc., sur des questions de constitution, etc. Mais je t'avoue que j'ai pas beaucoup participé. Moi je suis arrivé dans une phase où on était sur d'autres trucs un peu. C'était de retour là. Ouais, bah là, ça fait depuis fin janvier à peu près. Le temps de. J'ai refait de l'organisation un peu. Au début, j'allais surtout aux réunions, puis là, depuis quelques semaines, un mois, j'ai refait un peu les manifs. On lâche rien sur Saint-Nazaire? On lâche rien, non. Force et honneur? On va gagner. On est parti, on va gagner. On a déjà gagné, non? Elle est au bout. On a déjà gagné. On accumule des victoires partielles, c'est ça qui est fou. Ok. Merci beaucoup de ton accord, de ton accueil et de ton accord pour cette vidéo. Merci pour tout ce que vous avez fait au niveau de cette... Tout le monde, hein. Il y a énormément de gens qui ont mis la main à la pâte, y compris des gens d'Aurillac, des gens de partout qui sont venus nous filer des coups de main et tout. C'est des Nantais là. Voilà, c'est ça c'est collectif. Et voilà, mais après c'est sûr que dans la MDP, il y a des gens qui ont vraiment énormément investi, qui sont rincés. Et je suis pas celui qui s'est le plus fatigué, voilà, faut dire les choses quand même. Donc, merci à eux. Voilà. Force et honneur. Et monter des équipes, bande de glands.